individus. C'est un peu l'image que l'on peut prendre pour expliquer, pour dire que ça va mettre beaucoup de temps pour qu'on constate une certaine amélioration, pour ne pas accentuer, pour ne pas aggraver le phénomène. Parce que si déjà l'apport naturel du sable marin ne vient plus en raison de ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire en raison du barrage, de l'obstacle que constitue le port, si en plus de ça, on continue à prélever à des rythmes et à des cadences de plus en plus élevées, on va aggraver le phénomène. La seule solution pour éviter le pire est l'enrochement des côtes. Un projet du gouvernement dont la réalisation tarde à être effective. En cette période de fête de fin d'année, la grosse distraction des adolescents, c'est le masque communément appelé Kaleta. Le jour même où ils prennent leur congé à l'école, ces enfants se regroupent et parcourent les rues, les uns cachés derrière le masque et les autres derrière, battant les mains et des sortes de tam-tam. L'univers des Kaleta, c'est un reportage d'Alassane Aruna et Moufid Saboura. Cette ambiance n'a rien à voir au culte Bodun, encore moins à la caravane annuelle de Rio de Janeiro au Brésil. Il s'agit bel et bien du Kaleta, une pratique qui mobilise à chaque veille des fêtes de fin d'année à Parakou, tout comme dans d'autres localités du Sud, les enfants de 7 à 15 ans. Pour la circonstance, ces derniers habillent l'un des leurs dans un accoutrement qui s'apparente à celui des Angbétos. Le visage masqué, le danseur cagoulé attire la curiosité de tout le monde. Au rythme de leur tam-tam et des gonds, ils parcourent les différentes rues de Parakou, chantant et esquissant des pas de danse devant tout passant qui en retour leur offre des pièces d'argent. Bon, chaque soir, on commence à 15 h. Comme nous sommes derrière la gare, on se retrouve tous sous les lignes qui sont au niveau du carrefour là-bas. Et puis on s'organise, ceux qui doivent taper se mettent à part, ceux qui doivent chanter se mettent à part et puis on rentre dans la ville. Au thème de leur randonnée à la tombée de la nuit, les jeunes caravaniers font le point de leurs gains qu'ils épargnent dans une caisse en attendant la fête. Comme c'est le début, on remet ça, on choisit un trésorier du groupe et c'est le trésorier qui est chargé de garder les sous. Et à la fin, on se regroupe tous, s'il y a un panier à acheter ou bien si on doit prendre un coq ou des poules pour faire la fête, quoi, et on fait la fête ensemble. Au-delà de son caractère ludique ou festif, le Kaleta est avant tout le premier couvent qui initie l'enfant à la bravoure. Alors qu'il faisait autrefois la fierté de tous, le Kaleta perd depuis un certain moment son éclat d'antan. C'est ce qui justifie le festival Kaleta initié depuis 5 ans à Parakou. C'est un jeu qui est destiné beaucoup plus aux enfants de bas âge. Et le premier couvent, c'est là où il fallait passer avant d'être initié. Les enfants voyant souvent la danse des aïeux, la danse des Angbétos, etc., veulent aussi s'initier à la chose. Et ils s'adonnent progressivement au Kaleta, ce que nous ne remarquons plus trop chez nous à Parakou ici. Et nous n'avons pas voulu que cela se perde. Nous avons voulu revaloriser ça. C'est pour ça que chaque année, nous organisons une grande fête de tous les Kaletas. Le Kaleta fait partie incontestablement de notre patrimoine culturel, d'où la nécessité d'encourager toute initiative allant dans le sens de sa révalorisation. L'artiste béninoise de la chanson gospel Myriam a organisé ce dimanche un concert spirituel pour louer Dieu et prier pour la paix au Bénin. Ce concert qui a réuni un grand public et d'autres chantres de la musique spirituelle a eu lieu au Théâtre de Verdure du Hall des Arts de Cotonou. Oliat Sanoussi et Arsène Agbaouton. Femmes, jeunes et enfants sont venus nombreux assister à ce grand concert spirituel organisé par Myriam, artiste béninoise de la chanson gospel. Un concert initié au lendemain de la fête de la Nativité pour louer, adorer, acclamer et élever le nom du Seigneur, bienfaiteur de tous les temps. Le théâtre de verdure du Hall des Arts était devenu trop exigu pour contenir tout le public venu soutenir l'artiste. Nous ne nous sommes pas réunis uniquement pour louer Dieu, mais nous avons également prié
pour la paix dans notre pays, le Bénin, et qu'une paix véritable règne pour ce pays. La véritable paix, c'est Jésus qui la donne. Ça ne vient pas d'ailleurs. Il dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas de la manière dont le monde vous la donne. D'autres artistes étaient aux côtés de Myriam pour glorifier le Seigneur. Des chants, des prières, des louanges, des danses ont agrémenté toute la soirée. C'était l'apothéose au théâtre de Verdun. Des invités, il y en avait à ce concert spirituel. Ils sont venus se joindre à Myriam pour chanter des louanges à l'Éternel. C'est une sœur que j'admire pour le travail qu'elle fait, que j'admire pour les initiatives qu'elle prend. Et je crois qu'il faut prier pour elle et l'encourager. Un concert pour louer et glorifier l'Éternel chaque fois, Myriam voudrait bien le faire. Mais elle sait aussi que c'est un projet qui ne sera jamais réalisable sans l'onction du Saint-Esprit. Pour le moment, l'artiste invite tout un chacun à la prière, à rendre gloire à Dieu. Autre fait marquant, à présent nous allons en interactualité et les émissaires de la CEDEAO se sont rendus en Côte d'Ivoire afin de convaincre Laurent Gbagbo de quitter le pouvoir, une phase négociative avant les opérations de force. Et c'est l'une des informations dans ce tour du monde en Télégramme. La Côte d'Ivoire, suspendue à la visite de 3 chefs d'État ouest-africains, les présidents du Bénin, du Sierra Leone et du Cap-Vert, venus au nom de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, doivent demander à Laurent Gbagbo de quitter le pouvoir au profit d'Alassane Ouattara. Le dialogue peut être avant de durcir le ton. La CEDEAO a déjà menacé de faire usage de la force légitime pour déloger Laurent Gbagbo si celui-ci ne quittait pas le pouvoir. Mon père est un prisonnier politique en Russie, il est innocent, il est victime de persécutions politiques de la part de Poutine. Emmenés par le fils de Mikhail Khodorkovsky, ils étaient quelques-uns à New York à protester contre la décision d'un tribunal moscovite hier. L'ex-mania du pétrole russe a été déclaré coupable de vol de pétrole et de blanchiment de milliards de dollars. La lecture du jugement peut prendre plusieurs jours et la peine ne sera annoncée qu'à la fin. Sans attendre, la défense de celui qui fut jadis l'homme le plus riche de Russie a déjà prévenu qu'elle fera appel. Aux États-Unis, la tempête a recouvert l'est du pays d'un très épais manteau neigeux. Jusqu'à 75 cm de neige ont été relevés par endroits dans la région de New York. Ici à LaGuardia, comme dans les 2 autres aéroports de la ville, les chasse-neige ont tourné sans arrêt pour dégager les pistes. Le trafic aérien a repris dans la métropole après l'annulation de plusieurs milliers de vols depuis dimanche. L'alerte au blizzard est levée aux États-Unis, mais la tempête a poursuivi son chemin. Elle s'abat maintenant sur l'est du Canada avec des vents allant jusqu'à 150 km/h. C'est au tour de Toronto, Montréal et Ottawa d'être perturbés. Cette autre image de froid, voyant ce petit veau égaré sur un lac glacé, incapable de rejoindre la rive, le pilote de l'hélicoptère d'où sont filmées ces images le pousse grâce au souffle dégagé par les pales de l'appareil et il est sauvé des eaux. Les Australiens en ont jusque-là, dans l'est du pays, des centaines de milliers d'habitants ont dû être déplacés après l'inondation de plusieurs villes. Des pluies torrentielles sont à l'origine de ces inondations, les pires que la région ait connues depuis une trentaine d'années. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Élection exemplaire.
C'est sur ce ton de triomphe et de satisfaction que la présidence comorienne a qualifié la double élection présidentielle et de désignation des gouverneurs tenue ce dimanche dans les 3 îles de l'archipel, la Grande Comore, Anjouan et Moélie. À l'issue du premier tour de la présidentielle qui a lieu le 7 novembre, et dans la pure spécificité comorienne, 3 candidats ont sorti la tête de l'eau pour le second tour. Il s'agit de l'homme du régime, Iki Lilou Douanine, et de 2 autres de l'opposition, à savoir Mohamed Saïd Fazoul et Abdou Djabir. S'ils sont tous d'accord pour reconnaître que le scrutin de ce dimanche s'est bien déroulé dans la Grande Comore et à Moélie, les 2 candidats de l'opposition contestent d'avance les résultats d'Anjouan, où il aurait été question de fraude massive au profit du candidat du pouvoir. Qu'en est-il exactement? Eh bien, Mohamed Saïd Fazoul et Abdou Djabir accusent le camp présidentiel d'avoir volé des urnes, chassé leurs représentants des bureaux de vote et également bourré les urnes. Sur ce dernier point, ils vont loin en insistant qu'ils ont vu des militaires venus remplir les urnes. Pour eux, la cause est entendue. Le scrutin d'Anjouan est nul et de nul effet. Situation gravissime si l'on se rappelle qu'Anjouan, l'île d'où viennent ces rumeurs de fraude massive, n'est ni plus ni moins que la terre natale du président sortant, Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Naturellement, le pouvoir comorien n'a pas la même lecture des événements. À en croire Mohamed Ali Soualihi, candidat à la vice-présidence, aux côtés d'Ikilulu Douanine, le scrutin s'est déroulé dans un climat serein, un climat normal dans une bataille électorale. Qui dit finalement la vérité? En dehors du rapport des observateurs internationaux que sont l'Union africaine, l'Organisation internationale de la francophonie et la Ligue arabe, toujours attendues, on a eu hier la réaction du Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères français. La France parle de nombreuses irrégularités et d'interventions armées, des faits qui semblent, par leur ampleur, de nature à remettre en cause la validité du vote dans un grand nombre de bureaux. Autrement dit, Paris se joint à l'opposition comorienne pour dire qu'il n'y a eu qu'une parodie d'élection sur l'île d'Anjouan. Mon intime conviction, c'est que quelque chose s'est passé d'anormal dans cette région, fief du président sortant. Dans quelle proportion, et cela est-il de nature à rendre caduc le scrutin à Anjouan? Une question subsidiaire, mais qui peut être par endroits préjudicielle. Est-ce possible que des hommes armés bourrent des urnes, empêchent des représentants du camp adverse d'accéder au bureau de vote et que cela ait pour conséquence, in fine, l'annulation du scrutin dans toute une île? Sans nul doute, la réponse à ces 3 questions permettra de faire toute la lumière sur la réalité des faits. Ce qui est surprenant dans cette affaire, dans cette histoire, c'est que le candidat du camp présidentiel, aujourd'hui pointé du doigt, est archi favori pour cette élection. Pourquoi frauder lorsqu'on est certain de gagner? C'est là le mystère à déchiffrer. À toutes fins utiles, n'oublions pas qu'en vertu du système de présidence tournante instauré par la Constitution de 2001 entre les 3 îles comoriennes, c'est pour la première fois que Moélie prend la présidence de l'Union des Comores, indépendante depuis 1975. C'est dire que tous les candidats, bien évidemment en lice, sont de Moélie. Autant dire qu'actuellement, la petite île